Il y a des nuits qui changent le monde pour toujours. Celle du 25 au 26 avril 1986 en est une. Et personne, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, ne l'avait vu venir. Un test. Un simple test de sécurité. C'est tout ce que c'était supposé être. Mais ce que cet homme, et ceux qu'il dirigeait, allaient déclencher cette nuit-là, l'humanité en paie encore le prix aujourd'hui. Anatoly Dyatlov était directeur adjoint de l'ingénierie. Un homme de certitude, d'autorité, de pression. Ce soir-là, il supervise un essai sur le réacteur numéro 4 de la centrale. Vérifier si, en cas de panne d'électricité soudaine, l'énergie résiduelle des turbines serait suffisante pour maintenir les systèmes de refroidissement en fonctionnement, le temps que les générateurs de secours prennent le relais. En théorie, c'est un test de routine. En pratique, tout va se jouer en quelques secondes. Le réacteur numéro 4 tourne depuis des heures, dans des conditions instables. Le test a déjà été repoussé plusieurs fois, et les équipes qui le mènent n'ont pas été correctement formées à cette procédure précise. L'impatience pèse sur chaque décision, et Dyatlov pousse à continuer, malgré les signaux d'alerte. Alors que le réacteur fonctionne à une puissance dangereusement basse, les opérateurs procèdent à l'étape suivante du test. Les barres de contrôle, qui servent normalement à freiner la réaction nucléaire, sont presque toutes retirées, bien au-delà de ce que les protocoles autorisent. C'est là que tout bascule. Au lieu de s'éteindre progressivement, la réaction s'emballe. En une fraction de seconde, la puissance du réacteur atteint un niveau cataclysmique. Des évaluations sérieuses évoquent une puissance thermique pouvant dépasser 10 fois, voire bien davantage, la capacité nominale du réacteur. Des chiffres qui varient selon les sources, mais qui convergent tous vers une seule conclusion. Aucune structure, aucun matériau, aucun ingénieur ne pouvait contenir ce qui venait de naître. 2 explosions successives dévastent le bâtiment du réacteur. Le couvercle massif de la cuve est soufflé. Des fragments de graphite incandescent et de combustible nucléaire sont projetés à travers les airs. Un incendie éclate. Et dans l'obscurité de cette nuit ukrainienne, un nuage invisible commence à s'élever. Les premiers secouristes arrivent sans savoir ce qu'ils affrontent vraiment. On leur parle d'un incendie ordinaire. Ils travaillent à main nue, sans protection. Plusieurs mourront dans les semaines suivantes d'une irradiation aiguë foudroyante. À quelques kilomètres de là, dans la ville de Pripyat, 50 000 personnes dorment encore. Elles ne savent pas que l'air qu'elles respirent a changé de nature. L'information est retenue. Les autorités soviétiques hésitent, tergiversent, minimisent. Pendant 36 heures entières, les habitants de Pripyat vivent, sortent dans la rue, laissent leurs enfants jouer dehors, sous un ciel chargé de particules radioactives. 36 heures. C'est le temps qu'il aura fallu pour décider d'évacuer. Le 27 avril, les autocars arrivent par centaines. On dit aux gens de prendre leurs affaires pour 2 ou 3 jours, seulement. On leur demande de ne pas s'alarmer. La plupart obéissent, laissant derrière eux leurs appartements tels qu'ils étaient. Les repas sur les tables, les photos au mur, les jouets par terre. Ils ne reviendront jamais. Pendant ce temps, à Moscou, un homme est mobilisé en urgence. Valéry Legasov, l'un des scientifiques les plus respectés de l'Union soviétique, est envoyé sur place pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'il découvre le hante profondément. Le cœur du réacteur est à ciel ouvert. La contamination se répand, au gré des vents, sur des centaines, puis des milliers de kilomètres. Des pays étrangers détectent des niveaux anormaux de radioactivité avant même que Moscou n'ait officiellement reconnu l'ampleur de la catastrophe. Legasov se bat pour que la vérité soit dite, pour que les mesures prises soient à la hauteur du désastre réel, et non de celui que le pouvoir accepte d'admettre. Sa lutte intérieure, ses rapports, ses silences forcés, le consument année après année. Mais l'urgence immédiate, elle, n'attend pas. Le réacteur brûle toujours. Des milliers de travailleurs, qu'on appellera les liquidateurs, sont envoyés en rotation sur le site pour éteindre les incendies, décontaminer les zones, puis construire ce qui deviendra l'un des chantiers les plus hors du commun de l'histoire. Un sarcophage. Une enveloppe de béton et d'acier érigée à la hâte pour couvrir les ruines du réacteur et stopper la propagation des radiations. Les conditions de travail sont inhumaines. Chaque homme n'a que quelques minutes autorisées sur certaines zones avant d'atteindre sa dose limite d'exposition. Ce premier sarcophage tient.
Mais il est fragile, provisoire, construit dans une urgence absolue. Au fil des décennies, il se fissure, il s'affaisse, et la menace demeure, sourde, tapie sous le béton. Il faudra près de 30 ans pour que la solution définitive soit enfin mise en place. En 2016, une arche métallique gigantesque, la plus grande structure mobile jamais construite par l'homme, est glissée au-dessus des ruines, pour les sceller durablement. Une prouesse technique conçue pour tenir au moins un siècle. Et le bilan humain dans tout ça? C'est là que l'histoire devient difficile à lire. Le nombre exact de victimes de Tchernobyl reste, encore aujourd'hui, un sujet de vif débat entre scientifiques et organismes internationaux. Les morts directes et immédiates se comptent en dizaines. Mais les effets à long terme, les cancers, les maladies thyroïdiennes, les pathologies liées au rayonnement sur des populations exposées, font l'objet d'estimations radicalement différentes selon les méthodes utilisées et les institutions qui les produisent. Ce qui est indiscutable en revanche, c'est l'étendue de la contamination radioactive. Des territoires entiers en Ukraine, en Biélorussie et en Russie ont été souillés pour des générations. Une zone d'exclusion de plusieurs milliers de kilomètres carrés autour de la centrale est toujours interdite d'habitation permanente. Pripyat est aujourd'hui une ville fantôme. Les arbres poussent à travers les fenêtres des immeubles. La grande roue, inaugurée quelques jours à peine avant la catastrophe, n'a presque pas eu le temps de tourner. Les tableaux noirs des écoles portent encore des leçons inachevées. Tchernobyl n'a pas seulement irradié une région. Il a fissuré la confiance d'une superpuissance en elle-même, accéléré la chute d'un empire et posé devant l'humanité une question vertigineuse, toujours sans réponse définitive. Jusqu'où sommes-nous capables de maîtriser les forces que nous avons nous-mêmes libérées ?